Mais je pense avoir suffisamment répondu désormais à ces vieillards. Laissons donc ce discours qui a peut-être été trop long, mais pas totalement hors de propos. Il nous suffit d'avoir démontré que les cours de notre temps ne sont pas moins dignes de louanges que celles qui sont tellement louées par les vieillards. Et nous reviendrons aux propos que nous avons tenus sur le courtisan, qui permettent de comprendre très facilement à quel degré de considération était parmi les autres la cour d'Urbino et qu'était ce prince et cette dame au service de qui se trouvaient tant de nobles esprits, et combien pouvaient se dire heureux tous ceux qui vivaient dans cette compagnie. Quand donc le jour suivant fut venu, il y eut de nombreux et divers propos tenus entre les chevaliers et les dames de la cour sur la discussion du soir précédent, ceux qui venaient en partie de ce que monseigneur le préfet, avide de savoir ce qui avait été dit, s'en enquérait auprès de chacun ou presque, et comme il advint toujours, les réponses qui lui étaient faites ne concordaient pas, parce que les uns appréciaient une chose et les autres une autre. Il y avait même entre plusieurs un désaccord sur ce que le comte avait réellement dit, car aucun n'avait entièrement gardé en mémoire les propos tenus. C'est pourquoi on parla de ce sujet pendant presque toute la journée, et dès que la nuit commença à venir, monseigneur le préfet voulut aller souper, et fit asseoir à table tous les gentilshommes. Aussitôt après le souper, il s'en alla dans la chambre de madame la duchesse, qui, voyant une si nombreuse compagnie venue plus tôt que de coutume, dit « Il me semble, messire Federico, que le fardeau imposé sur vos épaules est bien grande l'attente à laquelle vous devez satisfaire. » En cet endroit, sans attendre que messire Federico répondît, l'unico Aretino dit « Quelle est donc cette pesante charge ? Quel est l'homme si sot que, sachant faire une chose, il ne la fasse en temps convenable ?» Ainsi, en parlant de cela, chacun se mit à s'asseoir à sa place de la manière accoutumée, dans l'attente impatiente du discours annoncé. Alors, messire Federico se tourna vers l'unico et dit « Il ne nous semble donc pas, seigneur unico, que l'on m'ait imposé une pénible charge et un grand fardeau ce soir, alors que j'ai à démontrer en quelle façon, manière étant, le courtisan doit se servir des bonnes qualités qu'il a, et mettre en exécution les choses que l'on a déjà dit lui être convenables. » Cela ne me semble pas si difficile, répondit l'unico, et je crois qu'en tout cela il suffit de dire que le courtisan doit être de bon jugement, comme le comte a dit hier soir qu'il devait nécessairement l'être, et s'il en est ainsi, je pense que sans autre précepte il doit pouvoir se servir de ce qu'il sait en temps opportun et de bonne manière. Vouloir réduire cela en règle, plus par le menu, serait chose très difficile et peut-être superflue, car il n'y a pas que je sache d'homme si inepte qu'il veuille manier les armes quand les armes seraient en train d'écouter de la musique ou d'aller dansant par les rues la mauresque, encore qu'il sût parfaitement le faire, ou en allant consoler une mère dont le fils serait mort, de commencer à lui faire tenir propos plaisants et à faire de l'esprit. Je crois certainement qu'il n'adviendrait à aucun gentilhomme d'agir ainsi, à moins d'être totalement fou. Il me semble, seigneur unico, dit en cet endroit messire Federico, que vous allez par trop aux extrêmes, car il arrive parfois que l'on soit inepte d'une manière qui n'est pas connue aisément, et les fautes ne sont pas toutes pareilles, et il pourra advenir qu'un homme se garde d'une folie publique et trop manifeste, comme d'aller, ainsi que vous disiez, dansant la mauresque sur la place, et qu'il ne sache pas ensuite s'abstenir de se louer soi-même hors de propos, d'user d'une ennuyeuse présomption, de dire parfois en pensant faire rire un mot qui, parce qu'il a été dit hors de saison, sera trouvé plat et sans aucune grâce. Et souvent ces fautes sont couvertes d'un certain voile qui empêche ceux qui les commettent de s'en apercevoir, à moins qu'ils y regardent avec soin, et bien que pour de nombreuses causes notre vue discerne peu, c'est surtout l'ambition qui la rend aveugle. Car chacun se montre volontiers dans ce qu'il se persuade savoir, que cette persuasion soit vraie ou fausse. C'est pourquoi bien se gouverner en ceci consiste, me semble-t-il, en une certaine prudence et un certain jugement dans le choix, et à connaître le plus et le moins qui s'accroît ou diminue dans les choses pour les exécuter avec opportunité ou hors de saison. Et bien que le courtisan soit de si bon jugement qu'il puisse discerner ces différences, ce n'est pas à dire qu'il ne lui sera pas plus facile d'obtenir ce qu'il cherche quand on lui aura ouvert l'entendement par quelques préceptes et montrer le chemin pour ainsi dire les lieux sur lesquels il doit se fonder, que s'il s'en tenait seulement à des généralités. Le comte ayant donc hier au soir traité si abondamment et de si bonne manière de la courtisanerie,
Il a fait naître en moi une grande crainte et le doute que je ne puisse satisfaire cette noble audience, en ce qu'il me revient de dire aussi bien qu'il a fait en ce qui lui revenait. Néanmoins, pour partager le plus qu'il me sera possible sa louange et être assuré de ne pas faillir, au moins en cette partie, je le contredirai en aucune chose. Aussi, acquiesçant à son opinion, et sans parler du reste touchant la noblesse du courtisan, l'esprit, la disposition du corps et la grâce de l'aspect, je dirais que pour acquérir de façon méritée la louange et l'estime de chacun, et la faveur des seigneurs qu'il sert, il me semble nécessaire qu'il sache ordonner entièrement sa vie, et céder généralement des bonnes qualités qui sont en lui, dans la compagnie et la conversation de tout le monde, sans attirer pour cela l'envie. Mais on peut considérer combien cela est difficile par la rareté de ceux qu'on voit parvenir à ce but, car à vrai dire nous sommes tous naturellement plus prompts à blâmer les fautes qu'à louer ce qui est bien fait, et il semble que par une certaine malignité innée, beaucoup d'hommes, encore qu'ils connaissent clairement le bien, s'efforcent de tout leur soin et de toute leur adresse d'y trouver ou bien une faute, ou au moins une semblance de faute. C'est pourquoi il est nécessaire que notre courtisan soit précautionneux dans tous ses actes, et qu'il accompagne toujours de prudence ce qu'il dit ou fait, que non seulement il se mette en peine d'avoir en lui des qualités particulières excellentes, mais qu'il ordonne et dispose sa manière de vivre, de telle façon que le tout corresponde à ses parties, et qu'il veille à n'être jamais discordant avec lui-même, mais qu'il fasse un seul corps de toutes ses bonnes qualités. Ainsi, chacune de ces actions se trouvera composée de toutes les vertus, ce qui, selon les stoïciens, est le devoir du sage, bien que pourtant, en toute action, une vertu soit toujours la principale. Mais elles sont toutes tellement liées et enchaînées ensemble qu'elles vont vers une seule fin et peuvent toutes concourir à servir à chaque effet. Aussi est-il nécessaire qu'ils sachent s'en servir, et pour la comparaison et pour ainsi dire le contraste, faire parfois que l'une soit plus clairement connue que l'autre, comme font les bons peintres qui avec l'ombre font apparaître et montrent la lumière des reliefs, et ainsi, par le moyen de la lumière, approfondissent les ombres des plans et assemblent les couleurs différentes de manière que par cette diversité, les unes et les autres se montrent mieux, et le fait de poser des figures contrairement l'une à l'autre aide le peintre à réaliser son intention. De là vient que la mansuétude est fort merveilleuse chez un gentilhomme qui est valeureux et courageux dans les armes, et de même que cette hardiesse semble plus grande quand elle est accompagnée de modestie. Ainsi la modestie croît et se montre davantage par le moyen de la hardiesse. C'est pourquoi parler peu, faire beaucoup, ne pas se louer soi-même de ses œuvres louables, en les dissimulant de bonne façon, accroît l'une et l'autre vertu chez une personne qui sait user de cette manière avec discrétion, et il en va de même de toutes les autres bonnes qualités. Je veux donc que notre courtisan, dans ce qu'il fera ou dira, se serve de certaines règles universelles, qui, à mon avis, contiennent en bref tout ce qu'il m'appartient de dire. Pour la première et la plus importante, qu'il fuit surtout l'affectation, comme hier au soir le comte l'a bien rappelé. Ensuite, qu'il considère bien quelle est la chose qu'il fait ou qu'il dit, le lieu où il l'a fait, en présence de qui, en quel temps, la cause pour laquelle il l'a fait, son âge, sa profession, la fin où il tend et les moyens qui peuvent l'y conduire, et par de telles considérations qu'il se dispose discrètement à tout ce qu'il veut faire ou dire. Après que Messire Federico eut ainsi parlé, il s'arrêta un peu et soudain le seigneur Morello da Ortona dit: vos règles, il me semble qu'elles n'instruisent pas beaucoup. Quant à moi, j'en sais autant maintenant que j'en savais avant que vous en eussiez parlé, bien que j'ai souvenance de les avoir autrefois entendu dire à certains frères à qui je me suis confessé, et il me semble qu'il les appelle les circonstances. Messire Federico se mit alors à rire et dit: si vous avez bonne souvenance, le comte a voulu hier que la première profession du courtisan fût celle des armes, et il a parlé amplement de la manière dont il devait l'exercer. C'est pourquoi nous n'en parlerons pas plus avant. Néanmoins, par notre règle, on pourra aussi comprendre que le courtisan, quand il se trouve dans une escarmouche, un assaut ou une bataille rangée sur terre ou dans d'autres circonstances semblables, doit sagement tâcher de se séparer de la multitude, pour faire en la moindre compagnie qu'il pourra les choses signalées et hardies qu'il a à faire, et à la vue de tous les hommes les plus nobles et les plus excellents, qui soient dans l'armée principalement à la présence, et s'il est possible sous les yeux même de son roi ou du seigneur qu'il sert, car véritablement
il est bien convenable de se prévaloir des choses bien faites. J'estime en outre que de même qu'il est mal de chercher une fausse gloire dans ce qu'on ne mérite point, de même il est mal de se frustrer soi-même de l'honneur dû et de ne pas chercher cette louange, qui est la vraie récompense des entreprises vertueuses. Et je me souviens d'en avoir connu certains qui, bien qu'ils fussent vaillants, étaient néanmoins grossiers en cet endroit, et mettaient ainsi leur vie en danger pour aller prendre un troupeau de moutons, aussi bien que pour être les premiers à monter sur les murailles d'une ville prise d'assaut. Ce que ne fera pas notre courtisan, s'il conserve en mémoire ce qui le mène à la guerre, qui doit être seulement l'honneur. Et si ensuite il se trouve manier les armes dans les spectacles publics, dans les joutes, les tournois, les jeux de cannes, ou s'il fait quelque autre exercice du corps, il se souviendra du lieu où il se trouve et en présence de qui, et il s'efforcera d'être dans les armes aussi élégant et gracieux qu'assuré, et de repaître les yeux des spectateurs de toutes les choses qui lui paraîtront pouvoir lui ajouter de la grâce. Il aura soin d'avoir un cheval avec un bel harnachement, des habits bien faits, et il se servira des devises appropriées, des inventions ingénieuses qui attirent les yeux des assistants, comme l'aimant attire le fer. Il ne sera jamais parmi les derniers à se montrer, sachant que le monde, et principalement les femmes, regardent plus attentivement les premiers que les derniers, parce que les yeux et les esprits qui sont au début avides de cette nouveauté notent tous les détails et sont impressionnés par eux, et puis par la continuation non seulement ils se rassasient, mais aussi ils se lassent. C'est pourquoi il y avait un noble acteur ancien qui pour ce motif voulait toujours entrer en scène, le premier dans les pièces qu'il jouait. Ainsi encore, en parlant des armes, notre courtisan aura-t-il égard à la profession de ceux à qui il s'adresse, et s'y accommodera-t-il en parlant d'une façon avec les hommes et d'une autre façon avec les femmes, et s'il veut toucher de quelque chose qui soit sa propre louange, il le fera en dissimulant, comme par hasard, et en passant avec la discrétion et les précautions que montra hier le comte Ludovico. Ne vous semble-t-il pas maintenant, Seigneur Morello, que nos règles peuvent enseigner quelque chose? Ne nous semble-t-il pas que cet ami dont je vous parlais il y a quelques jours avait totalement oublié à qui il parlait et pourquoi, quand, pour entretenir une demoiselle qu'il n'avait jamais vue auparavant, au début de la conversation, il commença à lui dire combien il avait tué d'hommes et à quel point il était hardi et comment il savait jouer de l'épée à deux mains. Et se levant, il alla jusqu'à lui montrer comment on doit parer certains coups de hache quand on est armé et quand on est désarmé, et comment on doit saisir un poignard, si bien que la malheureuse était au supplice, et qu'une heure lui dura 1000 ans avant qu'elle pût se lever, car elle craignait presque qu'il ne la tuât comme il avait tué les autres. C'est dans de telles erreurs que tombent ceux qui n'ont pas d'égard aux circonstances dont vous avez entendu parler par les frères. Je dis donc que parmi les exercices du corps, il en est certains qui ne se pratiquent presque jamais sinon en public, comme la joute, le tournoi, le jeu de cannes, et tous les autres qui se font avec des armes. Quand notre courtisan doit donc s'y employer, il faut en premier lieu qu'il veille à se mettre à bon équipage de chevaux, d'armes et d'habits, afin que rien ne lui manque, et s'il ne se sent pas parfaitement équipé, il ne doit s'en mêler d'aucune façon, car s'il ne fait pas bien, il ne peut avoir pour excuse que ce n'est pas là sa profession. Ensuite, il doit bien considérer en la présence de qui il se montre et quels sont ses compagnons de jeu, parce qu'il ne serait pas convenable qu'un gentilhomme allât honorer de sa personne une fête de village, où les spectateurs et compagnons seraient de basse extraction. Dans notre pays de Lombardie, dit alors le seigneur Gasparo Pallavicino, on n'a point de ces égards et l'on trouve de nombreux jeunes gentilshommes qui, pendant les fêtes, dansent tout le jour au soleil avec les paysans, jouent avec eux à lancer la barre, à lutter, courir et sauter. Et je ne crois pas que cela soit un mal, parce que dans ces exercices, on ne compare pas la noblesse, mais les forces et la dextérité, dans lesquelles souvent les hommes de la campagne ne valent pas moins que les gentilshommes, et il semble que cette familiarité est en soi une certaine libéralité aimable. Cette manière de danser au soleil, répondit le seigneur Federico, ne me plaît aucunement, et je ne sais quel gain on peut y trouver. Mais celui qui veut quand même lutter, courir et sauter avec les paysans, il le doit faire à mon avis par manière d'essai, et comme l'on dit par gentillesse, et non pour rivaliser avec eux. Et il doit être presque sûr de vaincre, sinon il ne doit pas s'y mettre, parce que c'est une chose très mauvaise et très laide et indigne que de voir un gentilhomme vaincu par un paysan, et surtout à la lutte. C'est pourquoi il me semble qu'il est bon de s'en abstenir,
au moins à la présence de nombreux spectateurs, parce que l'on ne gagne que bien peu à vaincre et que l'on perd beaucoup quand on est vaincu. Le jeu de balle se fait aussi presque toujours en public, et c'est un des spectacles auxquels la multitude apporte beaucoup d'ornements. Je veux donc que notre courtisan s'emploie en celui-ci et en tous les autres, hormis ceux des armes, comme en chose qui n'est pas de sa profession, et il ne doit pas montrer qu'il y cherche et où on n'attend aucune louange. Je ne veux pas non plus que l'on connaisse qu'il y met beaucoup de peine et de temps, et même s'il le fait excellemment, ni qu'il ressemble à certains qui se plaisent à la musique, et qui, quand il parle avec quelqu'un, chaque fois qu'il se fait quelques pauses dans la conversation, commence à chanter à voix basse. D'autres, quand ils marchent dans les rues, dans les églises, vont toujours en dansant. D'autres, quand ils rencontrent sur la place ou en quelque lieu que ce soit un ami, se mettent incontinent en position de jouer de l'épée ou de lutter, selon leurs préférences. À cet endroit, Messire Cesare Gonzaga dit « Nous avons à Rome un jeune cardinal qui fait mieux. Comme il se sent gaillard de sa personne, il mène tous ceux qui vont le visiter, même s'il ne les a jamais vus, dans un de ses jardins, et il les invite très instamment à se dépouiller et à s'amuser à sauter avec lui.